Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Peugeot 406 Coupé V6 de 1998. Les amis, aujourd'hui le test d'une voiture que je rêve d'essayer depuis qu'elle a été commercialisée. Et bien sûr, si je peux vous proposer le test de cette sublime Peugeot, c'est bien sûr grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse vous proposer cette vidéo. Donc les amis, vous connaissez forcément tous la 406. Déjà pour son rôle emblématique dans la série de films Taxi. Mais il est possible que parmi vous, certains aient déjà oublié qu'à l'époque, il y avait aussi cette déclinaison coupée qui était totalement différente au niveau de la carrosserie. Une voiture magnifique. D'ailleurs, si elle est aussi jolie, c'est car elle a été dessinée par Pininfarina, le célèbre studio de design italien. D'ailleurs, à la même époque, ce studio faisait le design de la plupart des Ferrari. Et il faut avouer que lorsqu'on regarde cette voiture, on peut lui trouver très rapidement un petit côté Ferrari dans le design. Surtout si vous la trouvez en rouge, avec le petit aileron qui était disponible en option à l'époque. Là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment illusion. Ça ressemble vraiment à une Ferrari. Donc vous l'aurez compris, esthétiquement, j'adore cette 406 coupée et je l'ai toujours adorée. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, elle était distribuée dans de nombreuses versions avec plein de moteurs différents. Aujourd'hui, j'ai la plus grosse motorisation disponible à l'époque, le V6 3 litres. V6 donc qui est implanté bien sûr à l'avant. Celui-ci est couplé aux roues avant. Cette voiture est une traction. Ce moteur délivre 194 chevaux. Il faut savoir qu'au fil des années, cette voiture a été restylée et un petit peu modifiée au niveau technique. Et par la suite, ce moteur a développé jusqu'à 210 chevaux. Aujourd'hui, on est vraiment sur une des premières, une phase 1, elle est de 98. Donc, ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle a un pare-choc à l'avant un petit peu plus harmonieux selon moi. On a une bouche, une prise d'air à l'avant qui est plus petite sur la phase 1 par rapport à la phase 2. Personnellement, je préfère vraiment la phase 1. Et vous voyez qu'aujourd'hui d'ailleurs a été rajouté quelques ailettes. Ça, c'est pas d'origine. Et c'est peut-être la seule modification esthétique qui a été apportée par le propriétaire de cette voiture. Sachez d'ailleurs que cette voiture appartient à son propriétaire depuis maintenant plus de 20 ans. Donc c'est vraiment une voiture que son propriétaire affectionne et qu'il garde maintenant comme véhicule presque de collection. Sachez d'ailleurs qu'au niveau de la carrosserie, la voiture a été repeinte il y a très peu de temps. Donc là, elle est dans un gris anthracite qui a presque des reflets bleus avec le soleil. À l'époque, cette voiture était distribuée dans plein de coloris différents. Ça passait par le rouge, le vert, le bleu, il y avait du jaune, bien sûr du gris, du noir. Personnellement, la couleur que je trouve vraiment la plus harmonieuse sur cette voiture, c'est le rouge. Et c'est malheureusement pas la couleur la plus fréquente. On la voit le plus souvent en gris clair. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on a le plus gros moteur, donc un V6 essence de 3 litres. Forcément, avec une cylindrée pareille, ça augmente un peu le poids de la voiture. Dans cette finition, on a environ 1,5 tonne. Donc c'est pas une voiture légère. On verra tout à l'heure, bien sûr, si avec ces 194 chevaux, c'est suffisant pour avoir une conduite dynamique, si c'est suffisant pour que ce soit plaisant avec ce gros moteur. À l'époque, il y avait plusieurs finitions disponibles pour cette voiture. Sachez qu'on a sur ce modèle la finition PAC,
Donc ça intègre toute la finition cuir de l'intérieur et aussi très certainement quelques petites options que j'ai déjà oubliées. Bon, si vous suivez mes tests régulièrement, vous connaissez le parcours que je vais effectuer. Actuellement, je suis en centre-ville et la très bonne première impression, c'est que on peut regarder autour de nous sans avoir de problème. On a des espaces vitrés assez grands, le pare-brise est vraiment balèze. On a juste quelques petits angles morts, forcément au niveau des montants à l'avant, mais ça reste tolérable. Ils ne sont pas gigantesques. Après, bien sûr, vu qu'il s'agit d'un coupé, la prise d'info vers l'arrière est beaucoup plus compliquée. On peut néanmoins regarder derrière nous grâce au rétro, aussi bien intérieur qu'extérieur. Ils sont d'une taille raisonnable et bien placés. Par contre, si on veut vraiment regarder dans les angles morts, vous voyez qu'avec les montants à l'arrière, on a deux zones vraiment difficiles à voir. Il faut prendre son temps, il ne faut pas oublier qu'on a ces deux angles morts à l'arrière. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a l'intérieur cuir sur cette voiture. C'est plutôt agréable. Les sièges sont encore en très bon état. Vous voyez qu'on a le même niveau de finition sur les sièges à l'avant que ceux à l'arrière. C'est une voiture qui est homologuée 4 places et non pas 5. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas un sentiment de sportivité dans cette voiture. C'est relativement austère, tout est noir, même si la finition est pas trop mauvaise. Et le tout a très bien vieilli, très bien tenu dans le temps. Par contre, les sièges glissent un peu. Il n'y a pas de montants qui viennent vous caler. Ça manque d'un petit côté sport. Et d'ailleurs, pour reparler de la sellerie, j'ai essayé de mettre à l'arrière pour voir si un adulte pouvait rentrer. Eh bien, je vous envoie les images que j'ai filmées il y a quelques temps. Vous allez voir ce que j'en ai pensé. Donc les amis, me voilà à l'arrière de cette 406 coupée. Et je vais tout de suite me mettre un peu de lumière en pleine tronche, sinon vous ne me verrez pas. J'espère que vous me verrez un peu mieux. Le porte-clés au light, pour ça, c'est pratique quand même. Donc, je rappelle à ceux qui ne verraient pas souvent, à ceux qui ne regarderaient pas assez souvent mes vidéos, que je mesure 1m70. Vous voyez donc que j'ai suffisamment de place en tant qu'adulte de forte corpulence. Le siège devant est électrique, donc il revient vers vous automatiquement. On a suffisamment de place, on a des accoudoirs avec des poignées, donc ça c'est très bien pour le maintien. C'est une stricte 2 places à l'arrière, on a des sièges assez creusés, on tombe un petit peu, mais on n'a pas non plus les jambes extrêmement hautes comme sur certains autres coupés. Franchement, la banquette, les sièges arrière, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une banquette, sont plutôt agréables. C'est du cuir, ça couine un petit peu, comme la plupart des sièges de ce genre. On a sur chaque siège, il faut que j'arrête de bafouiller, de quoi ranger quelques bricoles. On a un petit cendrier juste ici. Et j'oubliais finalement où sont les rangements à l'arrière. On en a un qui est totalement dissimulé ici, au milieu. Vous voyez qu'il s'ouvre. Et là, on a un vide-poche. On a aussi un petit, un petit cercle qui peut servir de porte-gobelet. Donc là, on a un rangement, mais vous ne pourrez pas y mettre grand-chose. C'est vraiment pour des petits objets. Et l'autre rangement qui est encore plus compliqué à utiliser est au niveau de la plage arrière entre les haut-parleurs. Donc vous pouvez l'ouvrir en appuyant comme ça et on a donc de nouveau un vide-poche. Mais c'est compliqué à utiliser franchement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je ne pense pas que ce sera l'endroit à privilégier pour mettre des choses. Sinon, le confort est bon, l'ambiance est plutôt bonne, c'est forcément un peu sombre vu qu'il s'agit d'un coupé. Sachez néanmoins que si nécessaire, vous pouvez entrebâiller les fenêtres afin d'avoir un peu d'air. Donc vous pouvez mettre des adultes derrière, c'est faisable, il faut juste qu'ils fassent, moins d'1,80 m. Donc cette voiture est équipée d'un gros V6. On pourrait se dire que la sonorité va être forcément géniale. Eh bien, pour l'instant, je suis essentiellement en agglomération, je roule à 50
eh bien on n'entend presque rien. C'est vraiment surprenant et c'est même un peu décevant. Là d'ailleurs, je réaccélère, je monte un peu dans les tours. Même en montant à 4000, la sonorité n'est pas désagréable, mais c'est vraiment très très feutré, hein. On reverra ce que ça donne tout à l'heure en montant plus dans les tours, mais pour l'instant, en restant à des régimes usuels, sans jamais taper dans le moteur, la sonorité est vraiment très 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 calme. J'ai d'ailleurs également essayé tout à l'heure, à l'arrêt, d'enregistrer les vocalises du moteur. Je vous fais écouter ça tout de suite. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette voiture, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui a été dessinée par le studio italien Pininfarina, mais il ne faut pas oublier qu'elle a carrément été construite dans les usines de Pininfarina en Italie. Donc bien que ce soit une voiture française, on a un moteur français, c'est un moteur d'ailleurs V6 qui a été conçu en collaboration entre Peugeot et Renault, eh bien la voiture est made in Italia. C'est assez surprenant et ça peut peut-être justifier que maintenant, il est assez difficile de trouver certaines pièces de carrosserie lorsque c'est nécessaire de les remplacer. On reviendra sur la fiabilité et l'entretien plus tard dans ce test. Bon les amis, de nouveau, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous connaissez la procédure. On arrive ici pour tester l'accélération. Donc, on va vérifier ce que ça donne. Donc, je rappelle que c'est un des plus gros moteurs disponibles à l'époque, hein, le V6 3 litres, 194 chevaux. C'est une traction. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique. La transmission, donc, c'est une boîte mécanique à 5 rapports. Voyons comment ça se comporte. Je rappelle donc que c'est une traction, donc il faut que je fasse attention à ne pas faire patiner les pneus. Allez, c'est parti. Let's go. Ouh, le moteur devient sympa au-delà des 4000 tours. Ouh, et 100. Finalement, ce moteur, il cache son jeu, hein. Il devient vraiment sympa quand on le monte dans les tours. C'est surprenant parce qu'il est vraiment très discret quand on roule cool, hein. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire le 0 à 100. Mais c'est expédié, vraiment, c'est une formalité, hein. Il n'y a pas de difficulté. Je pense même que j'aurais peut-être pu atteindre les 100 km/h en maintenant la deuxième un peu plus longtemps. C'est à vérifier. D'ailleurs, on va essayer ça dans l'autre sens. Pour l'instant, on va faire un petit demi-tour. Donc, voyons si cette voiture braque bien. Ce n'est pas une voiture gigantesque, mais néanmoins, vu que c'est une traction, ça limite un peu. Et ouais, je suis obligé de remanœuvrer et de faire une marche arrière pour tourner ici. Donc bien sûr, hein, voiture un peu ancienne, il n'y a pas de caméra de recul, il n'y a rien de tout ça. C'est presque une voiture de collection. Elle est clairement dans la catégorie Young Timer actuellement. Donc on est reparti. Je vais essayer de voir si je peux arriver à 100 km/h en deuxième, ce qui devrait me faire gagner un petit peu de temps. Et ensuite, on va tester le freinage. Allez, let's go. Allez, j'accélère à fond, pied au plancher. On monte jusqu'à 7000 tours. Ouais, 100 km/h, rupture. Allez, maintenant je freine. J'appuie même un peu fort, j'appuie très fort sur le freinage. Le freinage, c'est clairement une déception. Il n'est pas dingue du tout. On est obligé d'appuyer extrêmement fort sur la pédale de frein pour avoir un peu de mordant. Et pourtant, quand on regarde à travers les jantes, on voit les étriers. À l'avant, c'est des étriers de chez Brembo. Et franchement, je trouve le freinage très moyen, limite mauvais. Est-ce que c'est la voiture qui mériterait une petite réflexion au niveau du freinage, ou est-ce que c'est comme ça sur l'ensemble de ces 406 coupés V6? Là, je vous laisse nous donner plus d'infos dans les commentaires.
Mais franchement, là, le freinage, vraiment pas dingue, même pour une voiture de cette époque-là. Allez, on continue. Donc comme je vous l'ai dit, la prise d'info ne pose pas trop de problèmes, il faut juste bien se méfier avec les angles morts derrière. Je réaccélère un peu. Pied au plancher. Ouais. Le souci en fait, c'est que ce moteur il devient vraiment joueur et intéressant quand on est à haut régime. Donc un V6 3 litres qu'on est obligé de cravacher, je me doute qu'en conduite comme ça, on va avoir une consommation délirante. Le propriétaire me disait qu'en usage normal, on était déjà entre 11 et 12 litres au 100. Donc si on tape vraiment dedans pour s'amuser, je pense que là, la consommation va vraiment s'envoler. Bon, on a parlé des performances, on y reviendra tout à l'heure, mais maintenant, reparlons un petit peu de l'intérieur. On a déjà vu l'ambiance intérieure qui est très très sombre. Donc si on doit parler de la qualité des plastiques, vous voyez que les intérieurs de porte ainsi que le tableau de bord ont le même plastique noir, un tout petit peu moussé, texturé comme du cuir. C'est plutôt pas mal, ça vieillit assez bien. Le propriétaire me disait que la seule partie du tableau de bord qui vieillit mal, c'est l'airbag passager qui finit par se déformer. Là, ça a été restauré. Le reste de la console centrale est également en plastique gris très foncé, voire noir. C'est pas super beau ni visuellement, ni même agréable au toucher, mais ça vieillit bien. Ça ressemble beaucoup finalement à ce qu'on aurait pu avoir à la même époque sur des véhicules japonais. Au niveau de l'équipement intérieur, c'est une voiture qui se voulait quand même un minimum haut de gamme. Donc on a les rétros qui sont réglables électriquement, on a les vitres électriques bien évidemment, on a quoi d'autre? On a une petite horloge en haut de la console centrale, vous pouvez avoir la température extérieure, on a la clim, on a un autoradio cassette d'origine. Allez, j'essaie d'accélérer un petit peu. Ouais, le souci en fait avec cette motorisation, c'est on a déjà des performances bien avant d'avoir des sensations. Donc finalement, on se retrouve rapidement au-delà des limites sans forcément prendre de plaisir. Et il faut absolument cravacher un peu le moteur pour là vraiment avoir tout le plein potentiel et la pleine jouissance de ce V6. C'est un petit peu dommage. De nouveau, c'est un comportement, un peu à l'ancienne. Après, ça reste un moteur Atmo. Il n'est pas spécialement, sport, ce moteur. Il est agréable, il est utilisable à bas régime. Mais si vous voulez vraiment un minimum de sonorité et de sensation, là, il faut le monter dans les tours. Et ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que lorsqu'on le monte dans les tours, on a une bonne sonorité, on a un comportement un tout petit peu sport, mais à l'inverse, c'est les performances qui ne sont pas dingues. La voiture fait 1,5 tonne, 194 chevaux, c'est pas des performances de premier plan. Là ici, je suis en côte, je suis en troisième, j'essaie de réaccélérer, je suis à 2500 tours, 3000, ça prend de la vitesse, 3500, 4000 tours et j'arrive à 90. C'est pas mal, mais de nouveau, personnellement, je m'attendais à mieux en termes de performance et surtout, je m'attendais à beaucoup mieux en termes de sonorité. Alors ici, un petit Dodan. C'est assez mou. De nouveau, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus ferme. C'est pas radical du tout en fait cette voiture. C'est vraiment un joli coupé. Elle est même magnifique selon mes critères. Mais c'est pas du tout radical. C'est une voiture qui pouvait être envisagée au quotidien sans difficulté. D'ailleurs, là je teste la version V6 qui est la plus haut de gamme. Mais à l'époque, elle s'est aussi vendue avec des moteurs de plus petite cylindrée en 4 cylindres. Aussi bien essence que diesel. Et je pense d'ailleurs que c'est dans ces finitions-là qu'elle s'est le plus vendue.
À l'époque, c'est un véhicule qui a vraiment connu le succès, hein. Sur sa période de commercialisation, il y en a environ 110 000 qui ont été vendus. Alors, je vous ai décrit le tableau de bord, mais je ne vous ai pas décrit le compteur. Donc, c'est un compteur de nouveau un peu à l'ancienne, avec des cadrans à aiguilles, il y en a 5. Les plus importants sont bien sûr le contour et la vitesse. On a aussi une jauge pour la température du liquide de refroidissement. On a une jauge de carburant et on a aussi la pression d'huile qui sert également, lorsque le moteur est à l'arrêt, de jauge de niveau d'huile. Allez, ici, j'accélère un peu. Je suis dans une succession de virages. Je vais essayer de rester assez haut régime. Ouais, c'est vraiment le freinage qui me dissuade de rouler plus fort que ça. Sinon, la tenue de route est pas trop mal. C'est un peu flou dans la direction, mais la voiture ne s'appuie pas trop sur les suspensions. On a un bon couple quand on reste à environ 4000 tours. Les réaccélérations sont suffisantes, sont même largement suffisantes. Ouais, il n'y a que le freinage qui est à la peine, hein. Il a du mal à contenir la masse du véhicule. Et j'ai peur aussi que ces freins manquent d'endurance. C'est vraiment pas une voiture de sport en fait. On peut aller vite, on peut se faire un peu plaisir, mais selon mes critères, là, il faudrait améliorer le freinage. Il y a peut-être une purge, une réflexion à faire. De nouveau, je ne sais pas si le comportement est vraiment normal, mais ça ne me paraît pas au niveau du reste. Alors ici, je vais déplacer ce poids lourd. La boîte de vitesse est plutôt bonne. Et la sonorité devient sympa au-delà des 4000, hein, je le redis. Ah, on arrive finalement dans un embouteillage. Mon accélération aura été totalement inutile. Ce que j'aime beaucoup sur ce genre de voiture, comparé à ce qu'on a actuellement avec tous les SUV, c'est que finalement on est assis assez bas. Je vois devant moi un C4 Picasso, j'ai l'impression d'être face à un monster truck. Je préfère largement cette assise beaucoup plus basse qui apporte beaucoup plus de sensations. Il ne faut jamais oublier que plus on est proche du sol, plus on a une impression de vitesse importante. Vous avez pu voir tout à l'heure que finalement les places à l'arrière sont quand même assez logeables. On peut mettre même des adultes à l'arrière. Ensuite, l'autre bonne surprise, c'est finalement le volume du coffre. Quand vous ouvrez celui-ci, on tombe sur un espace qui est vraiment important, surtout qu'en plus, en dessous du plancher de celui-ci, vous avez une roue de secours, mais c'est une roue réelle, c'est pas une galette. On a une véritable jante à la bonne taille, donc c'est du 16 pouces. Et franchement, c'est pas mal. Voyez aussi qu'à l'arrière, on a un chargeur, ou changeur, tout dépend comment on appelle ça, CD. Vu que, vous l'avez vu ici, on a à l'intérieur le lecteur cassette, mais vous aviez aussi lecteur CD qui était donc à l'arrière dans le coffre. Par contre, à l'intérieur, les rangements sont assez limités. On a des tout petits vides-poches dans les portes. On a une boîte à gants vraiment classique, basique, je dirais. Et un tout petit peu de rangement au niveau de la console centrale. Et c'est tout. Il n'y a pas de gros vide-poche ni à l'avant ni à l'arrière. Enfin, à l'arrière, vous l'avez déjà vu, il y a 2 petits vide-poche, c'est tout. Nous arrivons maintenant sur l'autoroute. Il y a quand même pas mal de trafic. Alors, je signale mon intention. J'accélère un bon coup. Donc l'insertion ne pose pas vraiment de problème. Je me colle tout de suite en 5. Je vais redépasser. J'accélère. Donc je suis à 90. 100. Là, j'accélère à fond en 5e. Hein, et 110. Les reprises ne sont pas dingues en 5e. Hein. Je vais essayer d'en refaire une. Donc là, je suis à 100. J'accélère à fond.
110, 115, 120. Ouais, de nouveau, en fait, tant qu'on est à vitesse légale comme ça, on est à moins de 4000 tours. Et c'est uniquement à partir de 4000 tours que le moteur marche vraiment bien. Là, j'accélère un peu plus, j'arrive à 4000 tours, et là, oui, ça part. Là, je commence à avoir une vitesse un petit peu trop élevée. Et d'ailleurs, surprenamment, au-delà des 130, on commence à avoir des bruits d'air qui sont vraiment perceptibles. Alors qu'avant 130, c'est vraiment tolérable. Bon après, hein, sinon vous pouvez vous en douter, hein, conduire ce véhicule sur l'autoroute ne pose pas réellement de problème. Hein. C'est plutôt confortable. Il n'y a pas réellement de difficulté. Il faudra juste vous accommoder du bruit de l'air et de la consommation. Pour reparler un petit peu de l'esthétique de cette voiture, que je trouve de nouveau sublime, vous voyez que les feux à l'avant sont assez petits. Ils étaient un peu modernes à l'époque, car avec une partie en xénon, ce qui explique logiquement la présence de lave-phare. Et à l'arrière, les feux sont également très jolis et surtout différents de ce qu'on avait sur la version 406 berline. La coupée était totalement recarrossée. Hein. Donc les amis, finalement, que retenir de cette 406 coupée V6 de 98 ? Elle est magnifique, ça on ne peut pas lui enlever. Par contre, est-ce que la version V6 est vraiment celle à privilégier ? Je ne suis pas sûr. Je serais curieux de pouvoir tester les versions en 4 cylindres, que ce soit essence ou diesel, pour pouvoir comparer. Mais là, ce V6, je trouve que finalement, surtout à l'heure actuelle, hein, en 2024, où le carburant est quand même très cher, ça va vous demander un investissement en combustible qui n'est pas en rapport avec le plaisir de conduite. 12 litres au 100, des performances qui sont sympas mais pas exubérantes, c'est peut-être un peu trop cher payé. Au-delà de ça, par contre, il semblerait que ce moteur et que cette voiture, plutôt dans sa globalité, soit vraiment fiable. Le propriétaire donc, a fait déjà plus de 200 000 km avec cette voiture et m'a dit n'avoir eu aucun problème mécanique. Il a toujours fait les entretiens, les révisions, tout ce qu'il faut en temps et en heure. Et il n'a jamais eu le moindre problème. Actuellement, sur le marché de l'occasion, la 406 coupée est en train de regagner un petit peu en cote vu qu'elle arrive bientôt en collection. Une version V6 comme je vous présente aujourd'hui, donc qui serait avec une carrosserie parfaite, intégralement refaite et avec un historique clair, une distribution récente, enfin une voiture vraiment où il n'y a rien à faire, ça vaut entre 10 et 12 000 € à l'heure actuelle. Et je ne serais pas surpris que la cote continue de monter. Déjà parce qu'actuellement, il n'y a pratiquement plus de V6 de produits sur le marché de l'automobile, mis à part sur des véhicules extrêmement haut de gamme. Et aussi parce que cette voiture est sublime. Ça, je le redis, hein, le design est vraiment parfait. Sachez maintenant que, comme je le disais, la voiture ayant été construite en Italie par Pininfarina, si vous avez besoin de faire remplacer certains éléments de carrosserie qui étaient bien sûr spécifiques à cette 406 coupée, eh bien c'est compliqué à avoir. C'est même parfois impossible à avoir en neuf. Les pare-chocs sont souvent un gros problème sur ces 406 coupées qui finissent quasiment tous par casser, soit bien sûr à cause de choc, mais aussi à cause de fragilité au fil du temps. Le plastique devient cassant. Donc trouver une 406 coupée encore en parfait état de carrosserie, déjà c'est compliqué. Et c'est ce que vous devez clairement privilégier si vous désirez en faire l'acquisition, peu importe la motorisation. La carrosserie, c'est ce qui sera le plus compliqué à avoir en bon état. Donc voilà globalement les amis tout ce que je pouvais vous dire sur cette Peugeot 406 coupée V6.
de 1998. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. A l'inverse, si vous avez des infos complémentaires à rajouter, que ce soit sur l'entretien, sur la fiabilité, sur la dispo de certaines pièces, ou tout simplement votre avis, hein, si vous avez eu l'occasion d'en tester une ou d'en posséder une, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens encore à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse tester et vous présenter cette magnifique auto. Je rappelle d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si elle vous a plu, vous connaissez la procédure. Un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et ve à tous. Finalement, maintenant, avec le marché de l'automobile qui devient exorbitant au niveau des tarifs, je pense que c'est peut-être le moment d'acheter cette voiture si elle vous intéresse, car c'est un peu une page d'histoire de l'automobile française, une des dernières Peugeot sublimissimes qui a été en plus populaire. Je rappelle qu'ils en ont vendu plus de 100 000. Donc finalement, les 10 ou 12 000 euros demandés pour une de ces voitures en parfait état, hein, ça me semble relativement justifié. Et n'ayez pas forcément peur des forts kilométrages. La plupart de ces voitures maintenant ont dépassé les 200 000 km, mais de nouveau, il semblerait que ce V6 soit parfaitement capable de faire 300 000, voire même bien plus.